Ça me fait très plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui le professeur Rémi Cabrilac, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montpellier. Il est également président du conseil du laboratoire de droit privé de la Faculté de droit de Montpellier, membre de l'Académie internationale de droit comparé et de l'Académie des privatistes européens. Le professeur Cabrilac est un spécialiste de droit civil, de droit comparé et de théorie du droit. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont parmi les plus récents, Le droit européen des contrats, publié en 2012, et un ouvrage dont il est co-auteur sur le droit des obligations, perspectives européennes et internationales. Il est présentement professeur invité à la section de Common Law, alors on remercie la section de Common Law de l'avoir invité, ce qui nous permet de profiter de sa présence. Et je le remercie d'avoir accepté notre invitation 2 fois plutôt qu'une, puisque la conférence a été annulée la semaine dernière, mais heureusement, on a pu la refaire aujourd'hui. Donc, accueillez le professeur Rémi Cabrilac. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette très aimable présentation et merci beaucoup pour cette invitation. Il aurait été tout à fait dommage que je vienne à l'Université d'Ottawa et que je n'ai pas l'occasion de rencontrer mes collègues de la section de droit civil. Donc, merci pour cette initiative. Chers collègues, chers étudiants, je voudrais tout d'abord de manière préliminaire vous présenter mes excuses pour une toute petite coquille dans l'intitulé de mon sujet. Je ne vais pas vous parler des codifications au XXe siècle, mais des codifications au XXIe siècle. J'espère que vous n'en voudrez pas de cette vision plus prospective que rétrospective, qui ne m'empêchera pas quand même de pouvoir jeter un regard historique sur ce qui s'est passé au XXe siècle. La codification constitue-t-elle une forme dépassée de législation ? L'interrogation a pu fleurir au mi-temps du XXe siècle, réaction de doute, d'angoisse même, face à une crise des sources du droit qui se pérennise. L'accélération du temps juridique, écho de l'accélération de l'histoire, d'une accélération des évolutions sociales et techniques que le droit tenterait de suivre, n'a pas manqué d'inquiéter. En réponse à ce défi, les pouvoirs publics ont multiplié de manière désordonnée des normes qui s'enchevêtrent et se télescopent, transformant le jardin à la française en maquis inextricable, débouchant sur une grande insécurité juridique périodiquement dénoncée par les autorités politiques ou judiciaires, mais également par le grand public dans de nombreux pays occidentaux. La décodification, multiplication de règles spéciales régissant des matières en dehors de la structure d'un code, a frappé de plein fouet les codes traditionnels adoptés au XIXe siècle, durant l'âge d'or de la codification. Le vœu d'éternité qui habiterait tout code, selon la belle formule du chancelier d'Aguesseau, se révèle illusoire. Dès lors, une codification est-elle encore possible et même souhaitable si elle risque de se trouver si vite périmée ? À ces premiers doutes se sont ajoutés, au tournant du millénaire, d'autres interrogations nées de la mondialisation du droit. Cette dernière a entraîné une compétition farouche entre les systèmes juridiques. La codification constitue-t-elle la forme la plus rationnelle et la plus efficiente d'organisation des règles juridiques ? Le débat a fait rage suite à la publication des rapports Doing Business de la Banque mondiale, en particulier le rapport 2004, Understanding Regulation, qui ont présenté la Common Law comme le modèle le plus efficace économiquement. De plus, la mondialisation a fragilisé les découpages politico-géographiques traditionnels. Une codification élaborée à l'échelle étatique peut-elle encore survivre et perdurer alors que les normes internationales jouent un rôle de plus en plus important dans les ordres juridiques nationaux, alors que le cadre de l'État-nation, hérité de la Renaissance, peut sembler obsolète ou au moins singulièrement étriqué à l'heure de la globalisation ou des regroupements supraétatiques régionaux. La meilleure réponse à ces doutes ne peut être que pragmatique. Elle se trouve dans l'insolente santé de la codification en ce début du XXIe siècle. La codification constitue en effet un des phénomènes juridiques les plus marquants de ces dernières décennies dans le monde. De nombreux pays ont engagé au cours du XXe siècle une recodification progressive, en particulier de leur code civil, en commençant par certains pans particulièrement sensibles
aux évolutions sociales, comme le droit des personnes ou le droit de la famille, puis en étendant cette recodification à d'autres branches du droit, comme le droit des obligations. Ainsi, pour se limiter à un seul exemple, tout à fait révélateur, l'Allemagne a réformé son droit des personnes et de la famille dans la deuxième moitié du XXe siècle, avant de rénover la partie du BGB relative au droit des obligations. D'autres pays ont opté pour une recodification d'ensemble, certains pour des raisons purement techniques. Par exemple, les Pays-Bas ont substitué à leur code civil de 1838, devenu obsolète, un nouveau code civil, le BW, entré en vigueur, pour l'essentiel, le 1er janvier 1992. Des considérations politiques se sont parfois mêlées à ces considérations techniques. On peut citer bien sûr en guise d'exemple le cas du Québec. Le Québec a remplacé le Code civil du Bas-Canada de 1866, dominé par l'idéologie libérale et l'influence du catholicisme, par le Code civil du Québec, plus moderne, entré en vigueur le 1er janvier 1994. Dans le même esprit, le Brésil a remplacé en 2002 son Code civil de 2016, à l'idéologie très conservatrice, par un Code civil résolument progressiste. De même, l'Argentine vient d'adopter un nouveau Code civil très moderne, entré en vigueur le 1er août 2015. Enfin, une recodification globale se justifie parfois par des considérations essentiellement politiques. C'est ainsi que la Fédération de Russie a adopté un nouveau Code civil, entré en vigueur en 1996, destiné à remplacer le Code civil adopté dans le cadre de l'URSS en 1922. C'est ainsi également que la Roumanie s'est dotée d'un nouveau Code civil en 2011. De nombreux processus de recodification sont en cours sur les 5 continents, en Irak, en Chine ou dans les pays d'Europe centrale, pour se limiter à quelques exemples témoignant de la vitalité contemporaine de la codification. Mieux encore, des pays qui paraissaient traditionnellement étrangers à la codification ont décidé de se doter d'un code. Par exemple, le Code civil hongrois de 1960 constitue le premier dans ce pays aux vieilles racines de droit coutumier, la chute du communisme n'ayant pas enrayé ce mouvement de codification, des projets d'adoption de codes étant en cours. De même, les pays de common law ne sont restés que partiellement étrangers à la codification. Le bilan de ce bref panorama est donc éloquent. Contrairement à une idée reçue, le droit continental, auquel la codification est consubstantielle, constitue un système juridique en pleine expansion dans le monde contemporain. Cette constatation n'est guère surprenante. Les critiques formulées contre le manque d'efficacité économique de la codification reposent sur des méthodes d'évaluation contestables et sont loin de faire l'unanimité chez les économistes eux-mêmes. Le modèle continental, et en particulier les codes à la française, semble ainsi aussi efficace, si ce n'est plus, qu'un case law apportant une réponse particulière à chaque litige soumis au juge. La force de la codification est sans doute d'avoir su évoluer sans renier son passé, l'émergence de formes nouvelles de codification n'ayant pas entamé la pérennité des formes traditionnelles. La pérennité des formes traditionnelles de codification, tout d'abord, afin de remédier à la crise des sources du droit, le législateur français a tenté de multiples pistes censées œuvrer à la simplification du droit, et on trouve des essais équivalents dans beaucoup de pays occidentaux. Études d'impact, évaluation de la législation, loi d'expérimentation. Force est de constater que le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Le principal remède à la crise de la loi, à la crise des sources du droit, réside toujours dans la codification qui, à l'époque contemporaine, a pris deux formes différentes, la codification-modification et la codification-compilation. La codification-modification est celle qui opère une modification du fond du droit codifié, à l'exemple du Code civil français de 1804, qui a profondément modifié le droit français de l'époque, ou à l'exemple des codes civils du Bas-Canada de 1866 ou du Québec de 1994. Le droit français a essentiellement connu trois codifications-modifications qui ont marqué ces dernières décennies. Les deux premières ont opéré une recodification d'ensemble d'une matière dont la réglementation était devenue vieillissante, inadaptée
à la société contemporaine. Un nouveau code de procédure civile a remplacé l'ancien en 1975, un nouveau code pénal, adopté en 1992 et entré en vigueur en 1994, s'est substitué au code pénal de 1810. Plusieurs tentatives de recodification d'ensemble du code civil ont échoué en 1904 ou en 1945. Le renouveau de notre code civil est venu de réformes du droit des personnes et du droit de la famille entreprises à partir de 1960 sous la direction du doyen Carbonnier. La portée de ces réformes dépasse leur simple domaine. Elles ont assuré une révolution tranquille du droit civil français. Ces réformes ont institué un nouveau style législatif caractérisé par plusieurs traits dominants. Désengagement du droit au profit d'autres normes d'organisation sociale. Volonté de proposer plusieurs modèles législatifs. Attribution d'un pouvoir modérateur au juge par le biais de notions cadres. Ces idées ont inspiré les réformes du droit civil entreprises par la suite, comme par exemple l'ordonnance du 23 mars 2006 rénovant le droit des sûretés. Elles habitent également les différents projets de réforme du droit des obligations ou du droit des biens qui ont été proposés par la doctrine, et elles habitent en particulier le projet d'ordonnance portant modification du droit des contrats et du régime de l'obligation. Procédure civile, droit pénal, droit civil, ces différentes codifications-modifications ont été entreprises dans des matières classiques, réglées jusque-là par des codes napoléoniens, dont elles se sont efforcées de respecter l'esprit et la lettre. Cette fidélité a permis dans ces matières d'éviter les défauts législatifs contemporains, d'enrayer le désordre normatif. En effet, ces codifications-modifications ont tenté de respecter le même souci d'élégance de forme et de cohérence de fond qui caractérisait les anciens codes. L'élégance se traduit d'abord par la recherche d'un style législatif qui rappelle celui des codes du XIXe siècle et contraste singulièrement avec les formules maladroites et embrouillées du législateur contemporain. Pour se limiter au seul exemple du Code civil, la recodification entreprise a voulu tremper sa plume dans l'encre de Portalis, prolonger ce style merveilleux à l'équilibre parfait entre langage technique et langage courant, entre langage abstrait et langage concret, qui a largement contribué au succès et à la pérennité du Code civil. Ainsi, dans le prolongement d'articles célèbres du Code de 1804, les codificateurs contemporains ont ciselé des formules ramassées et expressives, tout aussi esthétiques, comme, entre mille autres exemples, l'article 310 de notre Code civil, issu d'une loi de 1972, qui dispose « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère. » L'élégance se traduit également par le respect d'une structure harmonieuse qui symbolise si bien le classicisme de l'esprit français dans le domaine artistique. Le plan général, les articulations secondaires, la numérotation continue, la place fondamentale reconnue à la subdivision de base que constitue l'article, tout dans ces recodifications-modifications indique le souci d'un beau droit bien ordonné. Ainsi, tout en apportant d'importantes modifications au plan du Code de procédure civile de 1806, son successeur retient néanmoins une présentation rationnelle, illustrant le déroulement du procès civil, caractérisé par une continuité logique allant du général au particulier. On peut observer dans le même esprit que la recodification civile s'inscrit scrupuleusement dans la structure générale du Code de 1804, s'efforçant de l'aménager le plus possible, parfois au prix, il est vrai, d'audacieuses acrobaties. Ces codifications-modifications respectent également la cohérence de fond de la matière à codifier qui constitue l'essence de toute codification. Par exemple, le Code de procédure civile de 1975 a été salué par la doctrine comme par les praticiens parce qu'il conserve aux règles de la procédure civile une certaine unité d'inspiration. De même, la recodification civile intervenue matière par matière depuis 1960 a suscité d'inévitables risques de décalage entre des textes aux millésimes différents.
Mais l'unité qui fédère aujourd'hui le Code civil ne saurait être sérieusement mise en doute. Le Code civil est habité d'un même souffle, d'une même âme, transcendant la diversité des textes qui peuvent le composer. La cohérence de ces recodifications résulte sans doute en grande partie de l'unité d'inspiration qui habitait chacune d'elles. Par fidélité au modèle classique de code, ces recodifications, modifications contemporaines ont en effet été la plupart du temps confiées à un seul homme, à une seule plume légiférante. Ainsi, le Code de procédure civile a été essentiellement conçu par le doyen Cornu et les principes directeurs du procès, qui constituent ses 24 premiers articles, le frontispice qui symbolise sa conception du procès, porte sa marque, à tel point que le garde des Sceaux de l'époque, Jean Foyer, constatait « on pourrait l'appeler en toute justice le Code Cornu ». Le Code pénal concrétise l'idéologie des droits de l'homme qui imprègne sa structure même, comme bon nombre de ses dispositions, à l'instigation de M. Robert Badinter, qui a largement contribué au compromis politique indispensable à son adoption. Quant aux réformes du Code civil français, il est superfétatoire de rappeler qu'elles ont été essentiellement rédigées, ou au moins inspirées, par le doyen Carbonnier, qui a ainsi initié un style législatif original, ouverture incontestable vers un modèle nouveau de codification. Ces codifications, si elles ont ainsi enrayé le désordre normatif dans les matières concernées, n'étaient pas adaptées à des matières nouvelles, essentiellement issues d'une réglementation technique et mouvante, comme par exemple le droit du travail ou le droit de la consommation. Un autre type de codification a alors été favorisé par les pouvoirs publics, la codification-compilation. La codification-compilation constitue le rassemblement de textes épars en un seul corpus, sans que le fond du droit ainsi rassemblé ne soit modifié. Pour remédier à la prolifération anarchique liée à la crise de la loi, le gouvernement français avait décidé de créer, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par un décret du 10 mai 1948, une commission chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. L'objectif des pouvoirs publics était de mettre de l'ordre dans ce maquis législatif le plus rapidement possible, décidant ainsi de procéder à la codification des textes existants par décret, sans modification autre que de pure forme et sans intervention du Parlement, d'où le nom de codification administrative, parfois donné à ce type de codification. Cette commission a accompli un travail considérable jusqu'en 1988, élaborant de nombreux codes dans des domaines variés. Le gouvernement a entendu relancer le processus de codification par un décret du 12 septembre 1999, instituant une commission supérieure de codification qui, selon le texte même, prend la suite de la précédente, chargée d'œuvrer à la simplification et à la clarification du droit. Cette commission s'est ainsi attachée à un ambitieux programme de compilation des règles régissant de nombreuses matières récemment apparues dans notre ordonnancement juridique. La Commission supérieure de codification a adopté de nombreux codes depuis son entrée en vigueur, Code de la propriété intellectuelle en 1992, Code de la consommation en 1993, Code monétaire et financier en 2000, Code du patrimoine en 2004, Code des transports en 2010. Le seul code napoléonien à avoir fait l'objet d'une recodification-compilation est le Code de commerce en 2000. On compte désormais plus de 70 codes et les statistiques démontrent que plus de la moitié du droit français est aujourd'hui codifié. Les pouvoirs publics entendent maintenir cet effort d'adoption de nouveaux codes et de suivi des codes existants, comme le montre par exemple une circulaire du 27 mai 2013. Cette codification-compilation repose sur le principe du droit constant, symboliquement rappelé par une loi du 12 avril 2000. Les textes sont codifiés sans modification autre que de pure forme. Ce principe du droit constant est essentiellement justifié par des contraintes de temps.
Seule une codification à droit constant permet d'élaborer des codes sans les ralentir ou les perdre dans l'examen et les débats de toute réforme de fond. En effet, du fait même du principe du droit constant, la codification intervient sans qu'il soit nécessaire que l'adoption d'un code s'enlise dans le long et complexe processus législatif. Beaucoup de codes ont vu leur partie législative adoptée par voie d'ordonnance, c'est-à-dire une mesure qui peut être prise par le gouvernement sur habilitation du Parlement en vertu de l'article 38 de notre Constitution. Ce principe de codification à droit constant a subi plusieurs types de critiques. On lui a d'abord reproché de constituer une trahison historique par rapport au concept même de code. Une frange importante de la doctrine civiliste, marquée par l'ombre des codifications napoléoniennes, considère que compiler n'est pas codifier. L'argument paraît sans doute excessif, le concept de code a pris des formes variées à travers l'histoire. Les codifications romaines et la plupart des codifications jusqu'au XVIIe siècle n'étaient plus ou moins que des compilations. Et l'avènement du concept de code modification, qui a connu son paroxysme avec les codifications napoléoniennes, ne date que du XIXe siècle. On a ensuite reproché à la codification à droit constant de permettre une modification de fond derrière de simples modifications de forme annoncées. Entre autres exemples, l'inclusion d'un texte dans un plan inévitablement nouveau peut, à travers l'interprétation fondée sur la place de ce texte, emporter des conséquences non négligeables sur le fond du droit. Pour répondre à cet argument, on peut observer que, depuis Justinien, l'histoire montre qu'une compilation entraîne inévitablement des modifications du droit sans que cela n'altère vraiment la qualité du code compilation ainsi adopté. Mais il faut tout de même admettre qu'opérer des modifications sans consultation préalable de la communauté scientifique ou plus encore du Parlement n'est guère satisfaisant dans une société démocratique. Un autre argument avancé a fait valoir que codifier sans modifier le droit est dépourvu d'intérêt, puisque cela ne permet pas d'adapter le droit aux évolutions de la société. Les défenseurs de la codification à droit constant ont répondu qu'un code compilation pourrait fournir un indispensable point de départ pour une modification ultérieure de la matière, permettant en quelque sorte d'établir un check-up de l'état du droit pour en soigner par la suite les faiblesses. Dès lors, le bilan de ces codifications-compilations nous semble globalement positif, d'autant plus qu'elle s'appuie sur un outil très performant, le site Légifrance. Sur ce site, les textes et différents codes quotidiennement mis à jour peuvent être consultés dans leur version actuelle et le plus souvent même dans les versions antérieures ou à venir. Quels que soient les défauts ou les faiblesses de la codification en droit constant, on ne peut que constater qu'elle permet une meilleure accessibilité de la règle de droit, impératif auquel notre Conseil constitutionnel est très attaché. La principale limite de la codification-compilation réside dans son incapacité à rassembler des normes juridiques autres que législatives ou réglementaires qui prolifèrent aujourd'hui. Normes internationales ou européennes, décisions des juridictions internes, décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, règles non étatiques ou droits spontanés. Cette limitation est d'autant plus fâcheuse qu'elle contraste avec l'ambition de complétude du codificateur contemporain qui souhaite codifier l'ensemble de notre droit existant. Comme l'observait en ce sens un parlementaire, par ailleurs universitaire, avec un chauvinisme pour le moins excessif, souvent moqué à l'étranger, si le programme gouvernemental est mené à terme, nous serons le seul pays au monde à disposer d'une codification totale de l'ensemble du droit. Cela signifie que dorénavant, aucun législateur dans aucun pays du monde ne fera la moindre réforme sans se référer à ce que les Français ont fait. Dans ce contexte, se sont alors développées des formes nouvelles de codification. Des formes nouvelles de codification parce que la codification a cessé d'être exclusivement publique ou étatique, s'ouvrant à la codification privée,
et à la codification supra-étatique. L'aura des codifications napoléoniennes a masqué la survivance des codifications privées tout au long des 19 et 20e siècles, dont le succès des éditions des codes publiés par exemple par Dallos ou LexisNexis constitue une illustration topique. Mais on a assisté à partir de la fin du XXe siècle à une véritable résurgence des codifications privées. Comme cela peut se vérifier dans tout cycle de codification, une codification privée constitue la première réponse à une crise des sources du droit, à une prolifération désordonnée des règles engendrant une insécurité juridique. Les premiers à en souffrir, et donc à tenter d'y remédier en codifiant, ce sont les juristes confrontés à cette crise avant que les pouvoirs publics ne les relaient. C'est ainsi par exemple qu'à travers l'histoire sont nées les codifications hermogéniennes et grégoriennes dans l'Empire romain, le décret de Gratien dans le cadre du droit canonique médiéval, les coutumiers privés comme celui de Philippe de Beaumanoir dans la France du Moyen Âge ou le Code Brisson à l'époque de la Renaissance. La résurgence des codifications privées en cette fin de XXe siècle et début du XXIe siècle prend la forme de codifications privées d'origine savante destinées à remédier à une insécurité juridique née de l'imperfection de textes existants, voire de l'absence de texte. Elle constitue une offre de loi, selon la belle expression de Jean Carbonnier et de Pierre Catala, une offre spontanée de code, en l'occurrence, qui ne correspond pas à une commande des pouvoirs publics. Deux illustrations semblent emblématiques de ce phénomène. La première s'est développée dans le cadre européen. Un premier groupe de travail, présidé par un professeur danois, Ole Lando, a réuni à partir des années 1980 des universitaires des différents pays membres de l'Union européenne afin d'élaborer un texte devant servir d'ébauche à un futur Code européen des contrats. C'est ainsi que sont nés les Principles of European Contract Law, les principes du droit européen des contrats, dont la première mouture date de 1995, le texte s'étant par la suite enrichi, ayant été actualisé. Ce projet a été inclus dans une initiative plus vaste, l'élaboration d'un code civil européen regroupant l'ensemble du droit privé, projet initié en 1998 par un universitaire allemand, M. Christian von Bahr. Un second groupe de travail, réuni à l'initiative du professeur Giuseppe Gandolfi, l'Académie des privatistes européens, fondée en 1992, rassemblant sur le même principe des universitaires des différents pays membres de l'Union européenne. Ces différents universitaires ont été chargés d'élaborer un Code européen des contrats dont le projet de texte a été diffusé en 1983. La seconde illustration de cette émergence des codifications savantes concerne le droit des obligations français. Malgré l'important rôle créateur de la jurisprudence, les textes de notre Code civil relatifs au droit des obligations, qui datent pour l'essentiel de 1804, ont vieilli et n'apportent plus la sécurité juridique nécessaire. Fort de ce constat, un projet de rénovation de notre droit des obligations dans le cadre du Code civil a été lancé par Pierre Catala et remis au pouvoir public en 2005. Un second projet a été préparé dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques sous la direction du professeur François Terré et diffusé à partir de 2009. Cette résurgence des codifications privées mérite d'être saluée. Elle constitue un défi stimulant pour la doctrine, dont le rôle avait tendance à décliner et qui retrouve ainsi l'essence de sa mission. La critique, l'idée, la réflexion, l'invention, l'imagination novatrice. L'élaboration de codifications privées d'origine savante constitue un formidable catalyseur pour le débat d'idées dans le monde juridique contemporain. Elle a également pour mérite de replacer les universitaires au cœur de la cité dont ils tentent d'élaborer les règles la gouvernant. Deux interrogations ne manquent pas de surgir, mais elles nous semblent loin d'être dirimantes. La première tient à la légitimité de l'initiateur de la codification et accessoirement du groupe de travail dont il a choisi de s'entourer. Il est facile de dénoncer l'absence de légitimité de celui qui s'est autoproclamé codificateur.
On peut toutefois faire confiance à la communauté des juristes pour ne pas se laisser se développer un projet porté par un leader peu crédible scientifiquement. L'exemple des projets français de réforme du droit des obligations est révélateur. L'autorité scientifique de Pierre Catala ou de François Terret est incontestable. Dès lors, la contestation de la légitimité ne pourra qu'être marginale et porter par exemple sur la composition du groupe de travail. Est-ce que la place accordée aux praticiens est suffisante ou pas? Quelle est l'orientation politique des membres du groupe de travail, par exemple? La seconde interrogation tient à la diffusion de ces codifications. Ne sont-elles pas vouées à demeurer lettres mortes, ne bénéficiant pas de la force obligatoire des codifications officielles? La réponse est assurément négative. On peut d'abord relever que ces codifications privées jouent un rôle important dans la pratique juridique ou judiciaire. Par exemple, les usagers du droit, en particulier dans les contrats du commerce international, ne manquent pas de se référer au principe du droit européen des contrats, au principe Landau que j'évoquais à l'instant. Les tribunaux leur accordent également une place non négligeable et un auteur a pu ainsi relever que les principes Landau avaient entraîné quelques évolutions notables de la jurisprudence française. Comme on l'a observé, la codification savante poursuit donc sa longue ascension vers le statut de règle de droit positif. De plus, l'histoire des cycles de codification montre une fois encore que les pouvoirs publics relient fréquemment les codifications privées en s'en inspirant. Tel est le cas de la codification justinienne, avec les codifications hermogéniennes et grégoriennes. Tel est le cas de la rédaction officielle des coutumes, décidée par l'ordonnance de Montil-les-Tours, avec les coutumiers privés. Tel est le cas du Corpus Juris Canonici, avec le décret de Gratien, ou enfin les ordonnances royales, avec le code de Barnabé-Brisson. Le même phénomène est par exemple en train de se produire avec les deux illustrations de codification privée d'origine savante que je viens d'évoquer. Les institutions européennes ont encouragé l'adoption d'un projet de cadre commun de référence, de Common Frame of Reference, et d'une proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente qui s'inspire très fortement des principes Landau. De même, le projet de réforme du droit des contrats avancé par la chancellerie constitue un copier-coller, quoique parfois maladroit, des projets Catala et Terret. Ces codifications privées d'origine savante se combinent parfois avec le développement de codifications supra-étatiques. La codification a toujours prospéré dans le cadre étatique, ce lien atteignant son paroxysme depuis le XVIe siècle avec l'avènement de l'État moderne. Or, depuis une quarantaine d'années, se développent des codifications supra-étatiques. Des structures internationales groupant plusieurs États d'une même zone géographique se sont mises à place, élaborant un droit harmonisé, voire uniforme, au moins dans certaines matières, qui prend la forme d'un code. L'exemple déjà évoqué des projets de code européen des contrats en constitue un élément révélateur. Mais on peut aussi évoquer l'exemple de l'OHADA. Le traité créant l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 entre 16 pays africains, ouvert à l'adhésion de tout État membre de l'Union africaine, a principalement pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les États parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies. Dans ce cadre, sont adoptés des actes uniformes, véritables codifications d'une matière, directement applicables dans l'ensemble des États membres ayant force obligatoire. Plusieurs actes uniformes sont actuellement en vigueur, concernant par exemple le droit commercial, le droit de l'arbitrage, le droit des procédures collectives, le droit des sûretés, et un acte uniforme relatif au droit des contrats est en cours d'élaboration. On peut aussi évoquer le mouvement de codification du droit des contrats dans différentes zones géographiques du monde. Ainsi, en Amérique centrale, un projet de code des contrats internationaux vient d'être rédigé par des universitaires français pour le Sistema de Integración Centroamericano, le système d'intégration centro-américain,
une organisation internationale mise en place afin d'élaborer progressivement des normes uniformes sous l'égide d'une Cour centro-américaine de justice qui fédère 6 pays. Des projets similaires sont en cours d'élaboration en Amérique du Sud ou en Asie. Ces codifications supraétatiques, sans constituer des codifications privées, puisqu'elles découlent le plus souvent d'une commande officielle et ne sont pas ainsi une offre spontanée de code, font une large place à la doctrine, ce qui mérite d'être salué. Elles associent le plus souvent des juristes des différents pays, voire de différents continents, se révélant ainsi un formidable laboratoire in vivo de droit comparé. D'un point de vue économique, lorsqu'il s'agit par exemple d'un code portant sur les contrats, leur impact, qu'il est toutefois difficile d'évaluer précisément, ne peut qu'être positif sur les échanges dans la zone concernée. Mais ce mouvement de codification supraétatique recèle en lui-même le risque d'une uniformisation excessive, non pas au sein de chaque ensemble régional, partageant souvent des règles voisines, mais plutôt au niveau mondial. Uniformisation qui ne peut qu'être appauvrissante. Pour reprendre l'exemple des différents mouvements régionaux de codification du droit des contrats, on constate un incontestable tropisme vers un modèle unique, celui des principes unidroits relatifs au contrat du commerce international. Il ne nous semble pas sain que le droit des contrats soit le même à Buenos Aires, à Tokyo et à Ottawa, au mépris des traditions juridiques nationales ainsi condamnées à disparaître. Une acculturation ne peut prospérer que si le droit greffé est en phase avec la société dans laquelle il doit s'appliquer. Des mouvements de résistance sont parfois apparus face à un code standardisé, déconnecté des traditions juridiques existantes. Ainsi, j'évoquais le cadre de l'OHADA, un premier projet d'acte uniforme relatif au droit des contrats dans ce cadre de l'OHADA, élaboré en s'inspirant très directement des principes unidroits, a été considéré comme trop éloigné du droit aujourd'hui applicable dans ces pays africains, et un second projet plus conforme à ce droit est en cours d'élaboration. La codification, tant dans ses formes traditionnelles que nouvelles, peut constituer un remède efficace à la crise contemporaine des sources du droit, mais encore faut-il qu'elle soit utilisée avec sagacité. L'avenir de la codification dépend ainsi de sa capacité à ne pas tomber dans les travers qui caractérisent la loi. Comme l'observait Bruno Aupetit, si la codification peut restituer à la loi ses vertus traditionnelles, elle sera soumise à un brillant avenir, sinon elle souffrira du même discrédit. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, je serai très heureux de répondre à toutes les questions que mon intervention aura pu susciter. Donc voilà, alors, est-ce que des questions? Bon, je vais briser la glace. Je suis content d'avoir assisté à votre présentation, professeur, et je suis désolé d'avoir manqué la première partie. C'est pas grave. Là, moi, j'ai une question un peu générale sur la pertinence, parce que vous avez pris spécifiquement l'exemple français. Et je me demande, ma question est sur la pertinence de la codification dans les pays civilistes, surtout lorsqu'on constate ce qu'on appelle un éclatement législatif dans ces pays, c'est-à-dire il y a pléthore maintenant de législation, de lois qui se trouvent à l'extérieur des codes. D'ailleurs, c'est le constat de l'OCDE à certains moments. Donc, on remarquait, par exemple, en Italie, chaque année, il y a des centaines de lois qui sont adoptées hors du code, et cela me pousse à poser la question comment expliquer la pertinence de la codification alors qu'elle ne sert à rien presque puisque les lois sont dispersées ici et là. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a eu un mouvement de décodification important au XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans tous les pays ayant adopté des codes civils au XIXe siècle, des mouvements de décodification liés à l'inflation législative galopante. Et je crois qu'un bon système peut être justement dans ces matières qui sont soumises à des perpétuels bouleversements, comme le droit de la consommation, le droit de la concurrence, le droit du travail, une codification, compilation, qui rassemble les textes existants dans une structure unique, ce qui permet à chaque citoyen ou à chaque juriste de pouvoir plus facilement accéder directement à la règle de droit.
je crois que ça peut être une forme de codification qui permet d'être adaptée à une matière mouvante en perpétuel changement et en même temps de répondre à la décodification. Si je reprends encore l'exemple français, je trouve que ces codifications à droit constant que j'évoquais sont relativement réussies. Par exemple, on a ce code de la consommation qui a été adopté en 1993. Chaque fois qu'il y a une réforme du droit de la consommation, elle s'intègre automatiquement dans la structure du droit de la consommation. Donc aujourd'hui, un juriste français qui cherche une règle de protection du droit des consommateurs, il est sûr de la trouver dans le code de la consommation. Avec, en plus, ce que j'évoquais aussi, l'outil informatique qui est pratique parce qu'au lieu d'avoir un code avec des éditions annuelles, comme c'était le cas notamment avec les éditeurs privés, il y a un code qui est perpétuellement mis à jour où on signale même des versions qui entreront en vigueur au 1er juillet 2016 ou au 1er janvier 2017. Ça permet d'avoir un instrument efficace au service des praticiens et qui permet de bien lutter, je crois, contre la décodification qui, vous l'avez tout à fait raison, a pu menacer les codes pendant une certaine période. Oui, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Puis je pense que vous avez choisi donc de parler surtout au niveau du droit des obligations, où il me semble que le phénomène de codification a très bien réussi. Moi, je viens d'un secteur très pointu, le droit de la propriété intellectuelle, où là, il me semble que le droit de la codification a été moins bien réussi. Et il me semble qu'il est difficile de réussir compte tenu du poids de la réglementation internationale. Et j'aimerais vous entendre, est-ce qu'il n'y a pas, si vraiment le droit international continue à s'enrichir et à engraisser, est-ce qu'il n'y a pas un chaos nécessairement qui va en survenir, empêchant toute codification efficace du droit national? Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est le principal obstacle à la codification, la multiplication des normes internationales et pour nous, en plus européens, la multiplication des normes dans le cadre de l'Union européenne. Alors, la seule possibilité, après, est-ce que ça relève d'une codification mise en place par l'État sous forme d'une codification compilation ou alors d'une codification privée, à la charge d'un éditeur privé en France, Dalos ou LexisNexis, d'établir une codification rassemblant, en plus des normes nationales, les normes internationales? Ce n'est pas inconcevable dans la mesure où il s'agit d'une simple compilation pour pouvoir permettre d'accéder à la règle de droit. Alors le débat peut être effectivement de savoir si ça relève des pouvoirs publics ou si ça relève d'un éditeur privé. Mais en tout cas, ça peut permettre d'avoir un code facilement accessible et ici réunissant l'ensemble des normes concernant une matière. Bien sûr. Comme ça, vous ne pensez pas que la définition de la codification comme étant la codification telle qu'elle a été conçue avec Napoléon et ce que vous appelez codification compilation est un peu excessif? Vous avez dit que le contraire est excessif, le fait de limiter la codification au contenu. C'est la codification qui vise un secteur de droit où tous les articles s'articulent les uns sur les autres et tout cela. Donc l'exemple de la codification française. Moi, je vois peut-être les choses d'une autre façon. Je vois que dire que les compilations, ne serait-ce que les compilations du Justinien, sont des compilations. Ils ne sont pas des codifications qui portent sur le contenu. Justinien n'a fait que ramasser les ordonnances impériales, ces manuels d'enseignement de droit dans le biais, etc. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu excessif de dire que la codification englobe aussi bien le droit constant que cette manière de rationaliser le droit? Alors, je crois que ça serait un peu réducteur si on limitait les codes à la vision du code de modification telle qu'elle est apparue au XVIIIe siècle et telle qu'elle a connu son paroxysme avec les codes napoléoniens, par exemple, puisque ça serait un petit peu une rupture à travers l'histoire, parce que avant cet avènement de la codification où le code est conçu comme une modification du droit existant, il y avait eu de très nombreuses compilations. Hein. Vous évoquiez Justinien, et j'en évoquais d'autres dans beaucoup de secteurs et à travers l'histoire. Donc je crois que la codification, il y a quand même un plus petit dénominateur commun à toutes ces formes de codification, c'est le rassemblement rationnel de règles de droit dans un seul corpus.
Et cette appellation peut suffire à rassembler les codes de modification, comme le Code civil du Québec ou le Code Napoléon, et les codes de compilation que j'évoquais dans les derniers mouvements français. D'autres questions? S'il faut, moi je vais vais faire vous n'avez pas parlé, j'ai manqué le début de la présentation, je suis vraiment désolée, mais Uniform Commercial Code, quelle est votre opinion sur cette... Et je n'arrive pas d'ailleurs à bien situer ce mouvement-là par rapport aux codifications, parce que les États peuvent intégrer ces propositions. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur... Je crois qu'on peut rassembler dans le phénomène de la codification, l'Uniform Commercial Code américain, hein, c'est tout à fait une influence justement de la codification aux États-Unis. C'est extrêmement intéressant parce que si on regarde l'influence de la codification dans les pays de common law, il y a eu une influence diverse. L'influence de la codification en Angleterre a été assez réduite, je crois, pour des raisons psychologiques, parce que le code, c'est le symbole de Napoléon, et donc la demi-historique, etc. Il y a eu un accueil beaucoup plus favorable à la codification aux États-Unis, et si on regarde un petit peu l'histoire, d'ailleurs, dès le début des États-Unis, les États-Unis ont failli basculer dans un système de civil law. Enfin, je dis failli, c'est peut-être un peu caricatural, mais en tout cas, il y a eu des tentations et des pistes qui ont été proposées par certains auteurs, et les restatements qui sont faits aux États-Unis par l'American Law Bar, par exemple, sont des codifications. Je crois qu'on peut les rassembler sous cette appellation générique de codification que j'évoquais. Et bien sûr, l'Uniform Commercial Code aussi. Je suis d'accord. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. En fait, une question plutôt hypothétique. Dans la situation d'un pays où il y a un système de droit civil assez complet, par exemple, prenons l'exemple de la Chine, parce qu'en Chine, il y a plusieurs droits civils sur le contrat, l'obligation, sur le bien ou même sur le mariage. Est-ce que dans ce cas-ci, c'est préférable de choisir une codification compilation ou plutôt une codification modification? Parce qu'en Chine, actuellement, les académiciens n'arrivent pas à une entente sur la codification modification, de faire un code civil. Dans ce cas-ci, pensez-vous que c'est préférable au lieu de faire un nouveau code, on va juste rassembler les lois civiles déjà existées et aussi bien connues ensemble pour faire un code civil sans faire trop de débats ou de controverses dans le monde juridique? Oui, alors l'exemple chinois est tout à fait passionnant et intéressant, d'abord en raison du poids énorme de la Chine sur le plan politique et économique, et ça fait déjà de nombreuses années que les Chinois ont lancé un processus de codification de leurs droits civils. Il y a une vieille tradition codificatrice en Chine. Chaque fois qu'une dynastie arrivait au pouvoir, une nouvelle dynastie arrivait au pouvoir, elle lançait un mouvement de codification, parce qu'il y avait là une dimension politique. Mais dans la Chine moderne, il y a bien cette volonté de s'ancrer dans le système de civil law. Et je suis allé 2 fois en Chine, 3 fois même en Chine, comme expert français pour l'élaboration du code civil chinois. Et c'était une expérience tout à fait passionnante. Il y avait aussi des Allemands et des Italiens. Et les Chinois s'inspirent bien sûr de leurs droits nationaux, de leur propre tradition juridique nationale, mais également du droit français, du droit allemand et du droit italien. Et j'étais une fois à Shanghai, c'était une expérience extraordinaire parce que c'est quand même une ville ultra moderne, Shanghai, avec un collègue italien spécialiste de droit romain, et il a fait toute une conférence sur Gaius, et il a eu un succès fou. Tous ses collègues, nos collègues chinois l'ont follement applaudi et trouvé que c'était passionnant, et donc on va retrouver sûrement un peu de Gaius, et ce sera une bonne chose dans le code civil chinois. Donc il y a ce processus qui est de codification qui est très ambitieux et qui est vraiment bien. Les parties que j'ai pu voir, notamment sur le droit de propriété, sur le droit des contrats, sont vraiment bien rédigées, passionnantes. Les parties aussi sur le droit des personnes sont tout à fait passionnantes. Et au moins au point de vue du droit civil, les Chinois ont la volonté de faire un code de modification qui soit moderne et qui ne soit pas simplement une compilation. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très bien. Et ça ancre bien la Chine qui aurait pu avoir la tentation d'adopter un système de common law en voyant ce qui se passait à Hong Kong et qui fonctionnait pas mal. Et la Chine a préféré, parce que c'était plus fidèle aussi à sa conception du droit, une tradition de civil law. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Merci pour votre conférence. Quelle est selon vous l'espérance moyenne de vie d'un collègue civil?
selon vos observations? Et deuxième question qui se rapproche, quelle devrait être, selon vous, cette durée de vie? Alors, c'est une très bonne question en fait, parce que c'est variable, bien sûr, c'est variable, et on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'un code ait une durée de vie plus longue qu'un autre. Par exemple, le Code civil français est encore en vigueur alors qu'il a été adopté en 1804. Le Code de commerce français, adopté juste 3 ans plus tard en 1807, s'est très vite trouvé périmé. Et je crois que ce qui permet à un code de bien vieillir, ce sont des formules souples qui peuvent être adaptées par la jurisprudence au fur et à mesure de l'évolution de la société. Et je discutais une fois avec M. Gilles Rébillard sur le nouveau Code civil du Québec, et il avait cette belle formule que j'ai trouvée tout à fait vraie, et il disait qu'il faut dans un code mettre des formules générales, parce que c'était comme les pores par lesquels le code pouvait respirer. Et c'est ce qui permet donc, en respirant, de pouvoir vivre plus longtemps et d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation. Et j'aimerais vous poser une question sur les problématiques interdisciplinaires qu'on connaît dans le droit aujourd'hui. Et je pense notamment à la ressource en eau, puis c'est mon sujet d'étude. Et on a eu la chance en France d'avoir un code de l'eau, donc qui est dans sa 3e édition aujourd'hui, qui est paru en 2013, donc c'est un code de production scientifique. Et le droit de l'eau aujourd'hui est encore en droit en construction, et du coup je me demandais si pour vous, le processus de codification pouvait être un outil permettant de formaliser, voire de moderniser ces nouvelles problématiques juridiques qui sont éminemment interdisciplinaires, ou si, à contrario, cette codification aurait tendance à stopper les droits en construction. Oui, c'est une très bonne question. Il y a une dimension symbolique dans la codification. C'est la reconnaissance d'une matière et donc plus ou moins de l'autonomie de cette matière. Lorsque le Code de la consommation, par exemple, est apparu en 1992, ça a relancé le droit de la consommation et la défense des consommateurs. Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour le Code de l'eau. Ça peut permettre de pouvoir consacrer l'autonomie d'une matière, une codification. Au Québec, donc suite à l'entrée en vigueur du Code civil en 1994, il y a eu une espèce de retour à l'exégèse. Je ne sais pas si c'est un fait de la formule des articles, on a vu ça dans la doctrine également, dans la jurisprudence, je ne sais pas si c'est un phénomène qui est universel. Absolument. On le retrouve après l'adoption de chaque code. Il y a une période d'interprétation exégétique qui fait qu'on adopte peu de réformes et on considère que tout est dans le code et que toutes les solutions doivent être trouvées dans le code. Parce qu'il y a chez tout codificateur une volonté de complétude qui est toujours un petit peu illusoire malgré tout, mais qui est importante suite à l'adoption d'un code. On l'a connu, nous, par exemple, en France, après l'adoption du Code civil en 1804, il y a une période exégétique où le code était admiré, on considérait qu'il ne devait pas y avoir d'interprétation en dehors du code, et puis ensuite, avec l'évolution des mœurs, on s'est un petit peu libéré de cette interprétation exégétique, mais le même phénomène s'est rencontré par exemple en Suisse après l'adoption du Code civil suisse, ou en Allemagne après l'adoption du BGB, ou même dans le cadre un petit peu particulier du droit canonique après l'adoption du nouveau Code de droit canonique en 1983. Il y a chaque fois, après une codification, ce mouvement exégétique qui semble assez naturel. Et après, petit à petit, l'interprète se libère du texte. Est-ce que, compte tenu de cet effet du code sur le fonctionnement du droit, est-ce qu'il y a des cas où vous avez constaté où la codification a eu un effet néfaste? Je pense au phénomène de cristallisation qui se produit après un code et qui fait que s'il y a une chose qui a été mal traitée dans le code, en fait, on est en train d'empirer la situation. Est-ce que dans votre expérience, il y en a des situations où on a eu des effets négatifs dus à la codification? Alors, il peut y avoir effectivement des effets négatifs dans la codification avec cet aspect cristallisation. Le Code civil, par exemple, français, en 1804, avait repris le principe d'égalité entre les héritiers, qui étaient hérités de la Révolution, enfin héritiers légitimes, donc ce n'était pas tout à fait d'égalité parfaite, mais au moins dans ce cadre-là. Et dans les romans de Balzac, on voit bien que ça débouche sur des propriétés qui se fractionnent.
et donc des héritiers qui après ont l'opin de terre qui ne leur permettent plus de vivre suffisamment et décemment. Et donc là, il y a des conséquences sociologiques un petit peu néfastes que le Code n'avait pas envisagé lorsqu'il avait repris ce principe d'égalité. Mais je pense que la situation aurait été la même si ça avait été une loi qui avait posé ce principe d'égalité successorale et pas le Code. Ce n'est pas directement lié à l'effet de cristallisation de la codification. Oui, en fait, j'ai une question sur la structure des codes civils. Au 19e siècle, c'est surtout le code civil français, c'est une très partie du code civil français, c'est très la tendance populaire. Puis au 20e siècle, ça devient la structure de BGB en 5 livres, c'est surtout emprunté en Asie. Mais par contre, à la veille du 21e siècle, les deux formules ont plus ou moins abandonné par certains pays ou régions, comme ici au Québec. On a aussi une nouvelle formule de Z-livre, qui est un peu mixte des deux. Pensez-vous qu'au 21e siècle, voire éventuellement un code civil européen, est-ce que les deux anciennes formules, ça va reprendre ou c'est la nouvelle formule, une formule plus mixte qui va être... Alors, c'est là aussi une question très intéressante sur la structure des codes et le plan des codes. Au fond, le Code civil français, il s'était inspiré directement des Institutes et le BGB allemand du Digest. Ça montre que ces deux formules s'inscrivent dans l'histoire et qu'elles ont vocation à être pérennes, même si on peut faire des formules un petit peu différentes. Je crois quand même que, par exemple, le Code civil du Québec est plutôt dans la tradition des Institutes ou du Code civil français. Après, il y a d'autres codes qui suivent le modèle allemand. Par exemple, c'est le cas du Code civil du Brésil de 2002 ou du Code civil argentin même de 2015 qui vient d'être adopté. Les deux modèles sont un petit peu en concurrence. On peut concevoir des modèles différents qui s'éloignent complètement de ces deux modèles. Mais je crois que ce sont les deux modèles qui vont rester prégnants et dominants. Alors, effectivement, en Asie, c'est plutôt le modèle allemand qui tente les pays asiatiques. Là aussi, peut-être pour des raisons historiques, parce que le code civil allemand avait influencé la codification, par exemple, à Taïwan, la codification également au Japon, et donc, par habitude, les nouveaux codes vont reprendre peut-être le plan allemand inspiré du Digest. D'autres questions, oui? Merci pour votre présentation. Pour ma question, je vais reprendre un peu le lien entre les interventions antérieures, genre la structure des codes, les effets néfastes possibles de codification et l'autonomie de matière. Donc, je me demande si il n'y aurait pas peut-être un effet néfaste à codifier toutes ces matières-là, effectuer des codifications, compilations, selon des conceptualisations assez restreintes d'une matière. On est loin, vous avez mentionné Gaius, on est loin des personnes, des choses et des actions ici. Alors, vous avez tout à fait raison, il faut trouver un équilibre, parce que s'il y a trop de codes, s'il y a une multiplication des codes, ça va nuire à l'accessibilité de la règle de droit. Et il ne faut pas que l'inflation législative qu'on est censé combattre soit remplacée par une inflation des codes. Donc il faut trouver un juste équilibre entre des codes qui ont un périmètre suffisamment large et des codes qui ne seraient pas non plus trop étroits. Et il y a parfois aussi, dans les périmètres des codes, des questions de mode. On le voit par exemple avec l'exemple français, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y avait des préoccupations très sociales, il y avait des codes qui sont sortis de l'action sociale, des codes de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on est très ouvert sur les préoccupations environnementales. Il y a un code de l'eau, un code de l'environnement. Donc il y a un petit effet de mode, bien sûr, dans les périmètres des codes. Mais je crois que c'est une question effectivement importante pour éviter qu'un effet trop néfaste de la codification se développe. Il faut arriver à bien cerner le périmètre d'un code. Il faut des codes qui soient en quelque sorte ni trop grands, ni trop vastes, ni trop petits, trop étroits. C'est une question, là? Oui. La formule encore en fait, mais merci pour la présentation, très belle présentation. On a tendance, puis on remarque aussi, surtout avec le code de procédure qui entre en vigueur maintenant, de rendre le vocabulaire utilisé dans les codes plus simples, plus accessibles. Est-ce que on y voit là un appauvrissement de notre droit? Et est-ce qu'il y aurait, selon vous,
d'autres méthodes de rédaction ou même d'organisation des livres qui pourraient rendre vraiment un code accessible à n'importe qui veut lire? Alors c'est très intéressant parce que là aussi c'est une question qui se pose depuis longtemps dans l'histoire des codifications. Est-ce qu'un code il doit être accessible pour tous ou alors est-ce qu'un code c'est une œuvre technique réservée à des techniciens, des juristes? Et là on voit bien qu'il y a les deux traditions. La tradition française, on considère que le code doit être accessible pour tous, en principe au moins, et que la tradition germanique où le code c'est vraiment une œuvre de juristes pour des techniciens juristes. Et dans ces deux conceptions, le code civil québécois se range plutôt dans la conception française, et le code de procédure civile aussi, avec un code qui se veut accessible à tous. Il y a eu des efforts intéressants, je pense par exemple dans le code civil du Québec, on ne l'a pas nous dans notre code civil, il y a une définition du paiement, et qui est intéressante parce que pour quelqu'un qui n'est pas juriste, le paiement, c'est le versement d'une somme d'argent et pas l'exécution d'un contrat. Et donc là, c'est une bonne chose, je crois, dans le Code civil du Québec. Nous, on ne l'a pas dans notre Code civil français, d'avoir mis une définition du paiement. Ça permet de mieux comprendre le droit, de rendre le droit plus accessible. Donc ça, je crois que c'est une bonne chose d'avoir une langue plus accessible, même si c'est effectivement un peu un vœu pieux d'espérer que chaque citoyen puisse lire tous les codes et comprendre tous les codes. Je crois que c'est une bonne chose. Après, il y a un second travers un peu différent dans lequel il ne faut pas tomber, c'est-à-dire supprimer des mots parce qu'on considère qu'ils sont trop vieillots et pas du tout compréhensibles. Par exemple, on a supprimé, dans un souci de modernisation de notre langue juridique, le mot « vente à réméré ». Je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que c'était un terme technique qui devait être maintenu. On a supprimé aussi parce qu'on trouvait que c'était sexiste, la référence au bon père de famille dans le Code civil. Je trouve que c'est un petit peu dommage de le remplacer par une référence au raisonnable. L'image du bon père de famille, ça renvoyait à une image que tout le monde pouvait comprendre sans avoir une vision de la société trop me semble-t-il, me semble-t-il, mais je resterai prudent, trop sexiste et trop. Il y a le bon père de famille aussi. Les bons parents de famille. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question pour notre conférencier? Une question politique. Ben oui. Voilà. Qu'en est-il du projet de Vamba, de Lando, de Moro Boussani? Parce qu'on a entendu dans les années 2000, au début des années 2000, tout un tintamarre sur ces projets-là, mais aucun code de droit de contrat européen. Tout à fait, c'est un processus long et complexe dans le cadre européen parce qu'il y a eu ces projets doctrinaux, le projet Lando, le projet Gandolfi que j'ai évoqué. Il y a eu à un moment, relayé par justement Von Bahr, l'idée de l'adoption d'un code européen des contrats qui allait se substituer aux différents droits nationaux. Et là, il y a eu une résistance assez forte, notamment en Angleterre, pour les raisons que vous devinez facilement, parce qu'un code est contraire à la tradition de common law et les Anglais ne voulaient pas entendre parler d'un code. Et en France, parce qu'on avait peur de voir disparaître notre code civil auquel on tient beaucoup. Et puis après, d'une manière plus générale, politiquement, il y a eu quand même, avec la crise, une montée de l'euroscepticisme. Et donc, les institutions européennes ont plutôt orienté vers une autre possibilité qui serait intéressante d'un droit optionnel, c'est-à-dire d'un droit qui s'ajouterait au droit existant des 28 pays membres de l'Union européenne. Et c'est notamment, pour la dernière mouture présentée, une proposition de règlement relatif à un droit commun de la vente. Pour le moment, on est simplement à l'état de proposition de règlement. Donc ça n'a pas été adopté. Mais si c'était adopté, ça serait un droit de la vente qui ne remplacerait pas le droit français, anglais, allemand de la vente, mais qui s'ajouterait. Donc les parties pourraient choisir, par exemple, une entreprise française et une entreprise allemande qui conclurait un contrat. Elles pourraient choisir ou le droit français, ou le droit allemand, ou ce droit européen de la vente. Donc je pense que c'est une manière plus souple et plus intelligente à mes yeux de faire progresser l'Europe vers un droit à harmoniser, voire unifié. Parce qu'imposer un code d'en haut de Bruxelles qui s'appliquerait uniformément dans tous les pays, il y aurait une très très forte résistance et il serait rejeté. C'est la méthodologie unidroit, Voilà, exactement, c'est une méthodologie progressive, d'harmonisation progressive. Alors, parfait. Il me reste tout simplement à vous remercier pour la pénaliste Common Lawyer que je suis et dont le petit travail, le Code criminel canadien, n'est ni une codification compilation, ni encore moins une codification modification. Ça fut vraiment fascinant. Merci beaucoup. Et merci surtout à vous pour cette initiative et merci à la salle parce que ça a été très intéressant de vous avoir. Vous avez beaucoup posé de questions et c'était passionnant de vous écouter. Merci encore. Merci.
Merci beaucoup, il ne fallait pas se présenter. Voilà.